Je pense que vous connaissez, effectivement le bouton est un peu... Vous connaissez ce pictogramme, il est utilisé pour dire « nous sommes ici sur une carte ». Eh bien, nous sommes toutes et tous ici. Alors évidemment, le zoom était un peu fort, je dézoome. Vous connaissez aussi cet indicateur, c'est le PIB par habitant. Le PIB par habitant de la planète. Et nous sommes tous et toutes en haut de ce pic de 4 à 5 générations seulement, où chaque génération a eu plus de richesse en termes de PIB que la génération précédente. Ça s'est passé absolument partout sur la planète. Et on peut se demander où est-ce qu'on va aller. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Est-ce que ça va crever le plafond, se satelliser? Où sera la prochaine génération en termes de richesse? Pour répondre à cette question, il faut savoir ce que mesure le PIB comme richesse. En fait, le PIB est un indicateur de flux. Le PIB s'intéresse à ce qu'il soutire, à ce qu'il prend, à ce qu'il pille, sans se préoccuper du stock et de la limite jusqu'où on peut aller. Et mieux encore, le PIB, quand vous avez une catastrophe qui se passe, une catastrophe détruit de la richesse, et bien le PIB va augmenter parce qu'il faut enterrer des morts, il faut soigner des blessés, il faut reconstruire. Donc on a affaire là à un indicateur qu'on utilise énormément et qui est un indicateur extrêmement mortifère. On n'a rien inventé de pire que ça. Il a quand même un intérêt, c'est qu'il illustre très bien la relation qu'une certaine humanité a par rapport à la nature, une relation de prédation. Il faut se demander pourquoi est-ce que ce pic s'est créé, ce pic de richesse d'un seul coup. Eh bien, on a une relation extrêmement directe entre la création de richesse et la capacité que l'on a à accéder à une énergie facile à utiliser. Et on est toujours donc tout en haut de ce pic. Et ce qui est bien avec l'énergie, c'est que donc, quand on en a, on peut extraire de la richesse et on sait où on sera dans quelques années et dans une bonne centaine d'années aussi. On a des très bons diagnostics là-dessus. En 2100, voilà où nous serons, quoi qu'il se passe, sur notre consommation d'énergie, sur la disponibilité d'énergie pour l'humanité. Je vous laisse imaginer ce que ça va représenter comme défi pour le modèle économique que nous avons mis en place et donc la production de richesse. Alors, il y a bien d'autres indicateurs économiques que ce fameux PIB. Vous en avez un qui est assez intéressant, qui s'appelle l'empreinte écologique. C'est un autre indicateur qui est un indicateur scientifique, économique aussi. En fait, il détermine par rapport à la quantité de ressources que vous avez de disponibles sur la planète pour l'humanité, quelle partie va être utilisée afin de subvenir aux besoins de cette humanité. Et il faut savoir que depuis le milieu des années 80, nous avons dépassé la capacité de la planète à nous fournir en besoins. Aujourd'hui, on est en 2013, aujourd'hui on est à 1,5 planète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut 1 an et demi à la planète pour régénérer la totalité des ressources qui sont consommées par l'humanité en seulement 1 an. Tout simplement, on vit à crédit. Alors, en Polynésie, c'est encore mieux, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est 3 planètes. Si tous les habitants de la planète vivaient, fonctionnaient, exploitaient leurs ressources comme le font les Polynésiens, il faudrait 3 planètes pour subvenir aux besoins de cette humanité. Aujourd'hui, quand on va dans un magasin, quand on va à la station essence ou quand on allume nos appareils électriques, on est en train d'investir dans le pillage des ressources de la planète, d'une part, et on est en train d'investir dans les millimètres que l'on fait grandir dans le lagon. Alors, la nature a un fonctionnement particulier, elle fonctionne par cycle. C'est un équilibre, c'est du partage, c'est des connexions. Derrière ces cycles que vous connaissez par exemple le cycle de l'eau, vous avez des cycles chimiques extrêmement complexes, mais là encore, tout est relié, tout est lié. La nature ne fait pas de déchets. À l'opposé, vous avez un système qu'on a mis en place où on puise des ressources comme ça depuis la Terre. On fabrique des biens à usage généralement limité et au passage, tant qu'à faire, on génère un nombre très important de déchets à tous les étages. Donc on est en train d'opposer une logique de fonctionnement circulaire à une logique qui est une extraction comme ça, avec un relargage de déchets à tous les niveaux. Évidemment, dans ce cadre-là, dans cette impasse dans laquelle se trouve l'humanité par rapport à la limite qu'il atteint, il va falloir qu'on passe d'une économie qui est cette économie prédatrice à une économie circulaire. On appelle ça l'économie circulaire. Alors,
Évidemment, à ce stade-là, quand on a affaire à ce type d'enjeu, on peut se dire mais qu'est-ce que je peux faire moi tout seul? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire quelque chose? Alors oui, première chose, on a tous la possibilité de faire quelque chose, on a tous la possibilité de faire sa part. Mais ce qui est évident, c'est que quand on est plusieurs, c'est quand même plus sympa. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, avec des amis, on a constitué une association qui s'occupe de développement durable. Cette association s'appelle 2D Attitude et elle est organisée en plateforme de développement. Concrètement, vous avez un projet, vous avez des idées et vous rentrez en contact avec l'association, on échange notre vision sur ce projet, on échange nos expériences et on construit un modèle avec des objectifs, avec un cadre, une stratégie. Et puis donc ces idées deviennent plus qu'un projet, ça devient ce qu'on appelle une initiative. Et donc on va le mettre en place. L'initiative au sein de l'association, elle est autonome, elle va avoir son propre fonctionnement, ses propres budgets. Pour vous donner une idée, on est entre 0 francs quelquefois et 12 millions annuels pour le fonctionnement des initiatives. Alors je vais vous présenter quelques-unes des initiatives comme ça qui ont été connectées à 2D Attitude ces dernières années. La première d'entre elles, c'est Fedescol. Alors nous sommes devenus Relais Éco-École, c'est un label international pour la Polynésie française. Qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de Fedescol? On intervient dans les établissements scolaires pour aider les équipes pédagogiques à travailler sur leur consommation. Par exemple, leur consommation d'eau, leur consommation d'électricité, leur production de déchets, mais aussi sur des thèmes comme la solidarité ou la biodiversité. Et concrètement, au bout d'un an, on se retrouve avec des résultats. Et ces résultats, nous, ça nous intéresse énormément parce que ce que l'on veut, c'est avoir des modèles. Parce qu'à partir du moment où vous avez des modèles, vous avez la preuve que ça marche. Et vous avez des établissements qui baissent comme ça leur facture d'électricité de 15% en moins d'un an. Et donc, c'est extrêmement intéressant parce que ça montre que c'est possible. Et qu'à ce moment-là, on peut réitérer ce type d'expérience, pas seulement dans des établissements scolaires, mais aussi dans des structures autres que des écoles. Et c'est très sympa parce qu'on travaille avec des enfants et ils ont plein d'imagination, plein d'idées, ils sont très concrets, c'est super. Une autre initiative dont vous avez peut-être entendu parler, c'est l'espace info-énergie. Alors on s'est appuyé sur une structure qui existe en France, il y a 250 espaces info-énergie en France. On a créé le premier du Pacifique ici, ça a duré 2 ans. Et donc c'était un espace de conseil en maîtrise de la consommation d'énergie et en développement des énergies renouvelables. On y faisait donc du conseil particulier, mais on intervenait aussi en permanence dans les mairies. On a fait des visites de sites, on a développé des kits de diagnostic, des kits pédagogiques, etc. Voilà, on a arrêté pour des raisons administratives, mais l'outil est extrêmement intéressant. Autre initiative, vous avez peut-être entendu parler, le tram aérien. Alors là, on est typiquement dans le cas de la plateforme de développement. On a rencontré 2 personnes qui nous ont dit « mais c'est pas possible ». En termes de gestion de la mobilité sur le Grand Papeete, la zone urbaine, on ne s'est jamais intéressé au tram aérien. Et c'est impossible. Donc ça les choquait. Et effectivement, c'est assez choquant parce que c'est un système qui est économique, qui consomme très peu d'énergie, qui prend peu d'espace, qui se met en place rapidement. Alors l'idée, ce n'était pas de dire il faut un tram aérien à Papeete, mais de dire prenons en compte la possibilité d'en mettre un en place. Et donc ça arrive à son terme puisque nous avons mené, en nous appuyant cette fois-ci sur une association spécialisés dans ce type de structure, nous avons terminé une pré-étude de faisabilité pour la mise en place d'un tram aérien sur la zone urbaine de Tahiti. Donc ça sera diffusé dans les mois qui viennent. Dernière initiative dont je voulais vous parler, on s'est à nouveau appuyé sur une structure qui s'appelle Colibri et on a monté le premier groupe local du Pacifique, Colibri Tahiti. Alors l'objectif de Colibri Tahiti, le mieux pour vous en parler, c'est que je vous conte la légende amérindienne sur laquelle il se repose. C'est dans une forêt amazonienne, vous avez un incendie énorme et les animaux sont tous atterrés, stupéfaits, abasourdis, ils ne font rien, ils regardent l'incendie se développer et ils voient un petit oiseau, un colibri, qui fait des allers-retours entre la rivière et le feu avec une goutte d'eau dans son bec et qui dépose à chaque fois la goutte d'eau sur le feu. Alors les animaux sont stupéfaits, le tatou lui dit « mais colibri, ça va pas bien, qu'est-ce qui te prend? C'est pas avec ta goutte d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui dit « je le sais, mais je fais ma part. » L'idée n'est pas de se dire qu'on fait, avec ce que vous avez vu là, des choses qui sont inutiles, mais
de se dire quelle va être la réaction du tatou et des autres animaux par rapport à la démarche du colibri. Alors, pour entrer plus précisément dans les actions colibri, aujourd'hui, on est en train de recenser en Polynésie ce qu'on appelle les acteurs du changement. Et on souhaite, parce que le terreau est fertile en Polynésie, initier un vrai mouvement éco-citoyen à partir de ces acteurs du changement ici. Alors, l'avenir maintenant. Je pense que vous avez compris, même si je suis allé un peu vite, qu'on va aller vers des premières perturbations assez rapidement, en particulier par rapport à cette histoire d'énergie. Et puis qu'il y a un monde qui se finit, parce qu'on a atteint des limites, on les a même dépassées. Les limites de la nature, mais aussi nos propres limites. Et donc, l'avenir au-delà, il peut paraître un peu obscur à certains, mais il y a forcément un chemin qui va nous permettre de rendre compatible l'humanité avec la nature, qui est son habitat planétaire. Alors, pour vous parler de ça, le problème, c'est de se dire, mais qui va s'occuper de ça? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que ça ne bouge pas beaucoup. En fait, des sociologues se sont rendus compte que dans des populations sur la planète, dans certains pays, vous avez un nouveau groupe qui est apparu et on leur a donné le nom de créatifs culturels pour créateurs de nouvelles cultures. C'est pas anodin, c'est pas un feu de paille. It's rising, ça n'arrête pas de monter. On est à 35% de la population qui est de ce type. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un créatif culturel? Alors, ils partagent des convictions et des valeurs. Les créatifs culturels prennent de la distance par rapport à la société de consommation. Ils se posent même des questions par rapport à des choses classiques comme l'argent ou comment consommer chaque jour. Et les valeurs qu'ils partagent sont des valeurs où ils vont recentrer l'humain dans la société, où ils vont faire justement attention à l'épuisement des ressources, où ils vont consommer moins et ils vont faire attention aux produits industrialisés, où ils vont aussi se recentrer sur eux-mêmes. Le développement personnel et la spiritualité fait partie de ce groupe de personnes. Et encore une fois, comme vous le voyez, ils sont de plus en plus nombreux, ici aussi en Polynésie. Avec l'expérience que l'on a, c'est pareil, il y en a beaucoup, il y en a certainement dans cette salle, et ils sont de plus en plus nombreux. Le seul problème, c'est qu'ils ne se sentent pas connectés les uns aux autres, ils sont assez individualistes, et vous voyez l'auto-estimation qu'ils ont d'eux, ils pensent qu'ils sont très peu nombreux. En fait, ils réagissent à un changement d'univers, et ils sont de plus en plus nombreux à faire ce shift. Alors, les solutions. Les solutions, le maître mot dans ce domaine-là, c'est la détermination. On a tout en nous. Il est hors des questions d'attendre une révolution industrielle ou technologique. On a déjà tout ce qu'il faut. La révolution, elle doit être intérieure. Et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, avec cette nature qui fonctionne par cycle, par partage, eh bien, il va falloir se recentrer sur des notions de partage, de coopération et de solidarité. Il va falloir aussi travailler comme la nature, parce que ça marche super bien. Imaginez des systèmes où on ne fabrique pas de déchets. En industrie, ça s'appelle le biomimétisme. Dans l'agriculture et dans d'autres systèmes, ça s'appelle la permaculture. Et ça marche, c'est extrêmement efficace. Dans nos foyers, dans nos industries ou ailleurs, il va falloir aussi penser à mutualiser les ressources et les services. C'est complètement ridicule, ça n'a aucun sens d'avoir une perceuse pratiquement dans chaque foyer pour percer 10 trous dans l'année. Il faut aussi se localiser. Les produits qui font des milliers de kilomètres à travers la planète pour être assemblés et ensuite qui en font encore des milliers pour arriver chez le consommateur, ça n'a non plus aucun sens. Pour finir, sur les solutions, la décroissance. La décroissance, on a vu tout à l'heure qu'avec l'énergie, elle va être imposée. Donc, on a encore la possibilité de la choisir. Choisir de décroître sur certaines choses, certaines consommations, va vous permettre de croître sur des choses plus importantes pour passer ce cap difficile. Et puis, pour tout dire, en un mot, il est tout simplement temps d'être plutôt que d'avoir. Alors, il n'y a pas beaucoup de solutions, les choses changent vite autour de nous, nous changeons, nous accompagnons, mais il faut aussi se mettre en accord, et se mettre en accord, c'est réussir à incarner le changement que l'on veut voir dans le monde. J'espère qu'on se reverra dans quelques temps, et qu'on aura l'occasion de se dire qu'on y est, qu'on est ici. Merci.